Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, je suis extrêmement heureuse de vous retrouver pour un update film et série parce que ça fait un petit moment que j'ai vu pas mal de choses et qu'il est temps que je vous en parle. Donc trêve de blabla parce que je sens que certains films vont me faire causer. On attaque tout de suite avec le premier film. Le premier film que j'ai vu depuis la dernière fois, c'est Le Jeu, réalisé par Fred Cavaillé, que j'ai découvert au cinéma avec un de mes modos d'amour, et c'était un super bon moment. Alors, ça dépend ce que vous attendez, hein. Le film m'a fait penser au Prénom, c'est un huis clos avec plusieurs invités dans une même pièce, plusieurs amis. Le Prénom, c'était les mêmes membres d'une famille, mais là, en l'occurrence, c'est des amis. Et, le concept, c'est qu'en fait, chaque membre du dîner met son téléphone sur la table et on regarde ce qui se passe. Voilà, donc en gros, dès que le téléphone sonne, tous les invités, donc tout le groupe d'amis, regardent ce qui a été envoyé, qui est-ce qui a appelé. Quand quelqu'un appelle, il faut décrocher en haut-parleur pour que tout le monde entende. Du coup voilà, on découvre un petit peu petit à petit ce que tout le monde cache et j'y suis allée vraiment avec des attentes. Je vous dis, je m'attendais un peu à un film comme Le Prénom. Le Prénom, j'ai adoré ce film, je trouvais qu'il avait une grande profondeur humainement parlant. Le monologue de Babou, pour ceux qui connaissent ce film, moi m'a beaucoup touché. À chaque fois que je le vois, j'ai les larmes aux yeux et oui, c'est un film que je revois assez souvent parce que je l'aime vraiment. Et du coup voilà, en fait mes attentes c'était au mieux un film comme Le Prénom, au pire une comédie nulle. Et je suis très contente parce que c'est effectivement un film intelligent. Je trouve que ça nous fait réfléchir. C'est un film où quand on sort de la salle, quand on est avec quelqu'un, on débat, on échange, on se demande qu'est-ce qu'on aurait fait à la place de tel personnage, est-ce qu'on approuve l'attitude de tel personnage. On est souvent surpris quand même par rapport au caractère et tout, enfin... Ouais, j'ai trouvé que c'était un bon moment, c'était humainement parlant très intéressant et je vous le conseille. Alors c'est pas un chef-d'œuvre absolu, mais c'est clairement un film qui fait réfléchir et pour moi ça a totalement rempli les objectifs que j'avais en rentrant dans la salle, donc j'ai vraiment passé un bon moment. Si vous avez l'occasion, regardez-le. Peut-être pas forcément au ciné s'il y est plus, mais quand vous le trouverez, quand il sera en DVD ou quoi, chez des amis pour une soirée histoire de bien vous disputer après, c'est vraiment intéressant et puis à voir en couple ça peut être intéressant aussi je pense. Je fais juste une petite mention spéciale pour l'actrice qui joue Léa, donc c'est Dora Tillier si je me trompe pas. J'ai trouvé qu'elle était parfaite, juste c'est celle qui m'a le plus touchée et c'était intéressant parce que justement la personne avec qui j'étais, elle était pas du tout touchée par la même personne. Donc c'est intéressant du coup de voir en fonction des personnalités de chacun vers qui on s'identifie le plus. Et moi c'était clairement ce personnage là. D'ailleurs si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me dire vous quel personnage vous a le plus touché ou vous a le plus impacté. C'est vachement intéressant je trouve, c'est vraiment un film qui fait discuter en fait, c'est génial à voir à plusieurs. En second film, c'est également une découverte au cinéma, j'ai vu Mauvaise Herbe de Kairon. Alors Kairon, je regarde souvent ses extraits parce qu'il a une chaîne YouTube, je vous mettrai le lien en description également. Je regarde souvent ses extraits de One Man Show et j'aime beaucoup son humour, j'aime beaucoup son naturel sur scène. Et j'étais très curieuse, j'avais pas vu son premier film, j'avoue, et j'étais très curieuse de voir ce qu'allait pouvoir donner son film. J'ai passé un excellent moment. En fait, les deux films, je crois que le premier dont j'ai parlé, c'est également un film français. J'ai vu deux films français en peu de temps, de très grande qualité, ça m'a fait très plaisir. Et honnêtement, Mauvaise Herbe, c'est vraiment un bon film. C'est un film, comment vous dire, ça vous donne une morale, mais c'est pas cliché, c'est pas un truc que vous avez déjà vu 500 fois, c'est très humain, c'est une approche très douce, très... En fait, tout simplement, je crois qu'on ressent qu'il l'a fait avec le cœur et on ressent qu'il sait de quoi il parle également. Alors pour schématiser très largement, parce que je veux vraiment pas vous spoiler, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est un peu paumé, hein, voilà, qui se retrouve à devoir faire éducateur pour un groupe de 6-7 gamins un peu perdus, un peu perturbés, un peu relous. et en fait c'est tout simplement traité avec beaucoup de cœur. Je vous dis vraiment, moi ça m'a touchée, j'ai eu les larmes aux yeux à plusieurs reprises. Et en plus, le film commence avec une citation de Victor Hugo. On parle de la petite maison dans la prairie à l'intérieur. Enfin voilà, il y a eu plein de références qui moi m'ont beaucoup touchée, m'ont beaucoup fait sourire. Catherine Deneuve est magnifique. Alors Catherine Deneuve, c'est une actrice que j'admire énormément, qui a joué dans plein de films que j'adore. Les Demoiselles de Rochefort, Les Parapluies de Cherbourg. Oh mon dieu, cette comédie musicale, je l'écoute en boucle. Kim n'en peut plus, il la connaît par cœur aussi, il ne la supporte plus. Elle a joué dans Peau d'âne, enfin elle a joué dans plein de films. C'est une actrice pour moi qui est... Ouais, c'est une icône pour moi, vraiment, c'est une meuf que je trouve... c'est une femme que je trouve très bonne, et dans ce film, je la trouve très humaine, très touchante, et de la voir avec Kairon, ça fait un très joli lien entre deux générations, et ouais, ce film, c'est un beau film, c'est vraiment un beau film, et je pense que ça fait du bien à tout le monde de voir un film de ce genre-là, parce qu'on oublie un peu nos préjugés, on avance également, et c'est important... à notre époque, je pense, en tout cas dans notre société actuelle, de se rappeler un petit peu que c'est pas parce qu'on vient de tel élément ou de tel endroit qu'on est forcément comme les clichés l'indiquent. C'est pas parce qu'on vient d'une cité qu'on est un rebut de la société, c'est pas parce qu'on vient d'un beau quartier qu'on est forcément un mec bien. Et ce film, il le rappelle avec intelligence, sans en faire trop, sans vraiment faire un truc énorme où on se dit ouais ça va, on a compris, c'est débile. Non, c'est juste humain et on a vraiment l'impression de suivre
des potes en fait, d'apprendre à connaître des êtres humains et de les voir évoluer, et c'est juste super agréable. Donc vraiment je pense que c'est un film à voir. Si vous avez l'occasion au cinéma évidemment c'est toujours plus sympa, mais même par la suite quand il sortira en DVD, il est à voir. Et je pense que c'est vraiment utile d'avoir ce genre de film. Ça fait des petits moments de rappel qui sont plus que bienvenus, je pense. Ensuite, oula, c'était moins cool. En fait, j'ai vraiment eu 2 très bons films pour commencer mon mois, et après ça a un petit peu chuté. Non mais brièvement, rassurez-vous, je suis allée voir avec 2 de mes modos d'amour, encore une fois, Casse-Noisette et Les 4 Royaumes. C'était nul. Ah, c'était nul. Mais c'était nul. Pour vous dire. Déjà, on est allé un samedi après-midi, on était quoi, 20 dans la salle maximum. C'est quand même, c'était genre la première, deuxième semaine, enfin, c'était quand même indicatif, genre un samedi après-midi, normalement, il y a du peuple dans la salle de ciné. D'ailleurs, c'est pour ça que j'y vais jamais le samedi, parce que ça me saoule, j'aime bien être peinard. Et c'était pas bon. C'était pas bon. Alors ce film, il a été réalisé, donc c'est produit par Disney. Il a été réalisé par Lasse Hallström, je ne sais pas comment on dit, je suis désolée. Et Joe Johnston. Alors, je sais pas quoi dire. Je suis navrée parce que j'avais envie de l'aimer ce film. Je vais commencer par ce qui est bien, parce qu'il y a des choses bien. Les décors, c'est très beau. Alors là c'est beau, là tu peux pas dire c'est pas beau, c'est beau, il y a tout, il y a de la lumière, il y a des beaux paysages, il y a des morceaux de spectacle qui sont sublimes, les couleurs sont sublimes, pas de problème. Le paysage, les décors, c'est très beau, pas de soucis. Les musiques, en même temps, te foirer sur les musiques quand c'est Casse-Noisette, c'est quand même ballot. Et encore là, je mettrais en demi-ton parce que, ok, les musiques tirées de Casse-Noisette, donc le ballet, les choses comme ça, c'est une merveille, par contre toutes les autres, totalement oublié, je ne sais même plus ce que c'est. Quand les musiques connues de Casse-Noisette arrivaient, en fait j'étais en mode c'est trop bien, c'est trop bien. Mais le reste du temps, c'est une bande sonore, mais il y avait vraiment pas de quoi s'évanouir. Heureusement voilà, il y avait les extraits de Casse-Noisette pour sauver le truc quoi. Et dernier point, et pas des moindres, qui était stylé, les vêtements. Alors là, les tenues, je pense que tout le budget est passé là-dedans, non, avec le salaire des acteurs, mais ça on y reviendra, mais non, mais les tenues sont sublimes, les tenues sont magnifiques, y a pas à dire. Clara, donc l'héroïne principale, elle a 3 ou 4 robes, elles sont très jolies, la fée dragée, elle a une espèce de robe à volant, c'est joli, voilà, franchement tout ce qui est décor, en fait, tout l'emballage est magnifique. Mais le contenu, c'est là que ça pêche. Pour moi, c'est une catastrophe. Pour moi, en fait, c'est comme si on te donne... je sais pas comment t'expliquer ça. Quelle belle métaphore pourrais-je trouver pour ça? J'ai trouvé. C'est comme si on te donne un éclair au chocolat. Tu vois, il est magnifique. Tu croques dedans et c'est creux. T'as le seum. Le meilleur, c'est la crème pâtissière. Et bah là, c'est pareil. T'as un très bel emballage d'éclair au chocolat, mais à l'intérieur, il y a rien du tout. Les acteurs, déjà... c'est pas bon. Non mais c'est... Je sais pas si c'est eux ou si c'est la direction du truc, mais c'est pas bon. Enfin, tu sens qu'ils... Enfin... Ils y croient pas eux-mêmes, ou c'est peut-être parce qu'il y avait trop de fond vert ou trop de trucs en studio et que du coup ils ont pas réussi à se projeter bien. Alors je l'ai vu en VF, je tiens à le préciser, peut-être qu'en VO c'est moins catastrophique, mais en VF... D'habitude je vois tout en VO, enfin le plus possible parce que j'aime beaucoup. Là bon c'était une séance en VF l'après-midi, on était entre amis, voilà, puis c'est censé être bon aussi, hein, les acteurs de doublage normalement sont bons et tout, donc c'est pas un souci, mais les acteurs, mais même les expressions du visage ou quoi, il y a un moment, il faut que je vous le dise, parce que il y a un moment au milieu du film, vers la fin, allez les 2 tiers du film, l'héroïne, donc Clara, hein, elle ouvre un truc, et c'est censé être une révélation de ouf, et donc elle ouvre le truc, elle fait « Oh, mais c'est ça !» Je vous jure, j'ai rigolé. J'ai rigolé au milieu du cinéma. J'ai pas fait exprès. D'habitude, pourtant, je sais me tenir. Enfin, je rigole quand il y a des blagues, mais je sais me tenir. Mais là, j'ai fait genre... J'ai pas pu m'en empêcher. La tête qu'elle avait, la meuf, c'était genre... Comme moi, quand je joue Ambre dans Amour Sucré, genre... c'est ça. Non, mais c'était ridicule. Non, mais non, puis tout était niais, tout était... Il y avait des bonnes idées, mais c'est tellement... T'as l'impression que c'est fait pour les gosses, et du coup, c'est bâclé au possible. Et non, merde, c'est pas parce que c'est pour les enfants, déjà, je suis pas d'accord, c'est pas forcément pour les enfants, c'est un film, hein, c'est pour tout public. Quand bien même ce serait pour des enfants, faites un truc de qualité, je veux dire, on le sait maintenant que pour les enfants, on fait des trucs bien. Disney, vous êtes au courant, bordel. Qu'est-ce que c'était que ce film ? Donc ouais, les acteurs y croyaient pas, je trouve, et l'histoire en elle-même est niaise. Alors je sais pas, je ne connais pas la vraie histoire de Casse-Noisette. Je connais le Barbie Casse-Noisette, et je le trouve très bien d'ailleurs, il est mieux. Si vous devez voir une adaptation, regardez Barbie Casse-Noisette plutôt que le Casse-Noisette et les 4 Royaumes, vraiment. Donc je connaissais à travers Barbie Casse-Noisette, mais c'est totalement différent. Donc je sais même pas quelle est la vraie histoire au final, mais en tout cas si c'est ça la vraie histoire, moi je signe pas. Hein. Alors en gros l'histoire c'est que Clara, donc elle a un frère, une sœur, ah oui ça aussi, non mais... Donc Clara, donc c'est une jeune fille, sa mère est morte. Bon c'est pas un spoil, on sait dès le début, ça va. Hein. Dès le début, elle fait la gueule, tout le monde fait la gueule, il prépare Noël, et puis elle, si elle fait son ado, genre « Ah mais ça sert à rien, le sapin de maman il était plus beau !» Sympa papa, dégage. Donc du coup voilà, Clara c'est une ado, elle est malheureuse parce que sa mère est morte. Il y avait une
bête de matière pour faire un bon film déjà. Parce que c'est quand même un truc grave, je veux dire, tu perds un de tes parents, tu dois te reconstruire, tu dois te trouver en tant qu'adulte, tu dois gérer ta famille. Il y avait moyen de faire un bête de scénario, mais non, ils sont allés dans la facilité de ouf. Ils sont allés dans la facilité et c'est navrant. Du coup, Clara, elle va, avec toute la famille, ils vont au bal du parrain joué par Morgan Freeman. Qu'est-ce que tu fais dans ce film, Morgan Freeman? Pourquoi tu t'es perdu là-dedans? Du coup, ils vont jouer, donc voilà, ils vont chez le parrain pour Noël, hein, et le parrain, il lui fait rentrer en gros dans le royaume de Casse-Noisette, et là, elle rencontre la fée dragée, le Casse-Noisette qui d'ailleurs n'a rien d'un Casse-Noisette à part un costume militaire, mais dans ce cas-là, il peut être aussi soldat à Londres, hein, ça s'appellera pas un Casse-Noisette, et du coup, voilà, on rencontre les différents personnages. C'est pas bon, c'est vraiment... Je peux rien vous dire parce que si vous voulez le voir, je vais pas vous spoiler, hein, ça serait dommage, mais Clara, franchement, elle est pas attachante, elle est relou, elle passe son temps à chouiner, mais pas chouiner intelligemment, encore une fois, c'est... Elle réfléchit pas, elle réfléchit jamais, et il y a un espèce de twist à un moment où le méchant se révèle vraiment méchant, mais depuis le début on le vit venir. Et alors pour vous dire, je suis allée donc voir ce film au ciné avec deux de mes bodos, les deux ont moins de 16 ans, c'est mes plus jeunes, hein, donc moi je me suis dit, à la fin du film, bon c'est moi qui suis une vieille aigrie, elles vont avoir kiffé peut-être, tu vois, les deux m'ont regardé, m'ont fait, c'était de la merde. Bon après elles sont très mûres pour leur âge, en même temps c'est mes petites mots d'amour, tu vois, mais même, je veux dire c'est pas une question d'âge, c'est juste qu'il y avait rien, c'était vraiment, genre je dis un bel emballage. Donc à la limite si vous voulez voir un joli film, bah regardez-le, mais il y a rien derrière. Et c'est navrant parce que j'attendais vraiment un truc beau, parce que Casse-Noisette, rien que je vous dis, rien que la bande sonore, vous pouvez faire un bête de trucs dessus, et non, c'est vraiment une coquille vide, et c'est vraiment dommage, voilà, donc déception, grosse déception. Ah, et j'avais oublié, mais il y a Keira Knightley qui joue la fée dragée. Alors déjà, Keira Knightley, j'ai un peu du mal avec cette actrice, enfin, tout bien, tout honneur, hein, j'ai rien contre elle humainement parlant, genre des personnages qu'elle fait, sa VF n'aide pas, j'aime pas du tout sa voix en VF, mais même je trouve elle fait un peu tout le temps les mêmes gueules aussi, ça me stresse, et du coup là, ça m'a pas aidé, je l'ai pas trouvé bonne du tout, donc ça a pas aidé non plus, voilà. De toute façon, de manière générale, je trouve que les acteurs étaient, je vous dis, c'était mal dirigé, c'est pas que Keira Knightley, il y avait quand même Morgan Freeman s'en sort bien, en même temps c'est Morgan Freeman et il a pas un rôle de ouf, mais je pense que les acteurs, ouais, étaient vraiment pas dirigés de ouf, quoi. Dommage. On passe ensuite sur deux films que j'ai découverts sur Netflix. Le premier, Mowgli, la légende de la jungle. J'étais obligée de le voir quand j'ai vu la bande-annonce, elle m'a hypé de ouf. Et en plus, c'est quand même une adaptation, je connais le Disney forcément, mais c'est une adaptation du coup d'un récit que je connais déjà, que j'ai déjà vu adapté plusieurs fois, parce que pour Disney, j'ai vu le dessin animé et le film qu'ils ont sorti. Et il est très bon. Et c'est balèze de me le faire aimer parce que de base, je suis pas fan de l'histoire. Déjà pour moi, un film où il y a beaucoup d'animaux, à part quand c'est en animation 2D ou 3D, mais vous voyez, dessin animé quoi, j'ai du mal. Genre quand tu veux humaniser des animaux qui n'existent pas, je trouve ça très risqué. Surtout que les livres de la jungle, c'est pas comme s'il y avait une bestiole, genre... T'as un humain dans plein de bestioles, tu vois. Dans plein de bestioles, c'est bizarre comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, déjà, je trouve que c'est un pari risqué. Le film Disney était bon, mais je trouve qu'au niveau du scénario, il était faible. Désolée, je le trouvais très beau, mais il m'a pas emmené. Et en même temps, Mowgli, moi de base, c'est pas un personnage qui m'attire. Je le trouve chiant. Voilà. J'aime bien trouver les gens chiants, c'est pas ma faute. Mais par contre, la version Netflix, je suis très contente. Encore une fois, j'ai l'impression que Netflix, parce que c'est eux qui l'ont produit, et j'ai l'impression qu'ils arrivent à taper là où il faut quasi à chaque fois. Je sais pas comment ils font. J'ai l'impression qu'en fait ils sont plus humains. Ils sont pas en mode bis-bis. Bon, ils doivent être forcément en mode business, c'est leur boulot, hein, mais ils arrivent à chaque fois à améliorer un peu la conscience de ceux qui regardent leurs films. J'ai l'impression que rien n'est gratuit. Ils font pas un film juste parce que bon bah voilà, ça va se vendre, c'est un concept qui plaît, c'est sûr que ça va marcher. Il y a de ça évidemment, c'est leur taf encore une fois, mais ils y glissent toujours de l'humanité et des bonnes valeurs, et c'est un peu le nouveau Disney mais en moderne et avec plus de cul. Bon, il y a pas de cul dans le livre de la jungle, mais vous voyez ce que je veux dire. Moi je pense par exemple à Sense8 qui est vraiment une de mes séries favorites, genre que j'ai plus aimé que tout ce que j'ai pu voir, je crois. Et pour le coup il y a énormément de sexe à l'intérieur, mais c'est pas sale, c'est pas malsain. C'est juste une illustration en fait de l'amour sous toutes ses formes, et vraiment sous toutes ses formes. Et cette série pour moi c'est... Ils ont tout compris avec cette série. Ils ont tout compris et ils mettent un petit peu de ça, encore une fois pas de sexe, mais ils mettent un petit peu de bons sentiments et de bonnes valeurs dans chaque film qu'ils font ou dans chaque série, et je les admire pour ça, parce que c'est pas niais pour autant. Et le livre de la jungle c'est un peu ça. Ils ont vraiment réussi à faire un film d'action
les animaux sont super bien réalisés. Ils ont un côté sombre et dark qu'il n'y a pas dans la version Disney, même si la version Disney c'est voulu plus sombre, mais à côté, genre Baloo il a une gueule, il est déglingué, enfin, ils font un peu peur, tu vois, les personnages, ils sont un peu imposants, un peu flippants. Shere Khan est sublime. Shere Khan est sublime, et je crois qu'il est doublé par un acteur très connu. Je sais pas si c'est pas le gars qui joue Sherlock, je vous mettrai une notif si c'est ça ou pas, mais il me semble que c'est lui qui le double, et je l'ai vu en VO, et waouh, mais t'y crois de ouf. K est incroyable, et là encore c'est l'actrice qui a joué Galadriel qui la double. Enfin, il y a vraiment de bons acteurs au doublage et c'est stylé. Le personnage qui joue Mowgli, il joue très bien. Ça aussi c'était une frayeur que j'avais, parce que pour moi un petit garçon, c'est forcément un gamin, tu vois, qui joue un film aussi important avec beaucoup d'images de synthèse, c'est compliqué d'avoir quelque chose de réaliste. C'était un petit peu ce qui pêchait pour moi dans le Disney, et là je l'ai trouvé vraiment bon. Mais le gosse, il est très très bon, et on comprend sa peine, tout le fait qu'il soit perdu, sa colère, son hésitation entre le monde des humains, le monde de la jungle, enfin, c'est super bien fait. Alors la fin m'a juste laissé un petit goût d'inachevé pour ma part, parce que je trouve qu'on sait pas exactement comment il va évoluer. T'as une très belle phrase de fin, t'as un très beau plan final, y a pas de souci, mais j'avais envie de savoir comment il allait évoluer en tant qu'adulte. Là on fixe la situation pour le moment, mais j'aurais bien aimé une phrase pour dire et ça va durer tant de temps, ou après il va faire ça, enfin tu vois, genre un plan plus large de sa vie, parce que, bon après peut-être qu'ils ont pas voulu broder au-delà de l'œuvre originale, hein, au-delà du bouquin, mais je n'ai pas lu le bouquin, d'ailleurs faut que je le fasse. L'un d'entre vous me l'avait offert, en plus j'ai aucune excuse, il est dans ma pile à lire depuis un an, mais ouais, non, honnêtement très très bonne surprise. Par contre assez sombre, donc pas forcément pour les plus jeunes, parce que c'est quand même assez impressionnant. Alors je veux absolument rien spoiler, mais voilà, il y a quand même des moments assez durs. Je pense à un moment dans la cabane du chasseur, pour ceux qui ont vu le film, qui vont sans doute comprendre. J'ai d'ailleurs beaucoup apprécié que le personnage du chasseur, tout comme tous les autres personnages en fait, ne soit pas manichéen. On n'a pas un gros enfoiré sans cœur qui bute tout le monde gratos. Il y a un peu de ça, mais pas que. Ça n'empêche pas qu'il soit sympa avec Mowgli, ça n'empêche pas que... voilà, en fait, chaque personnage n'est pas manichéen. À part Shere Khan qui reste quand même méchant, mais tous les autres ont une once d'humanité, même les animaux du coup, et c'est très intéressant de voir les caractères évoluer et de voir en fonction des cas comment ça bouge. Donc ouais, je vous le conseille. Peut-être pas, encore une fois, pour les plus jeunes, faites attention, genre je dirais moins de 10 ans, peut-être pas, moins de 12 ans même peut-être à éviter, parce qu'il y a quand même des moments où voilà, mais sinon pour les plus autres vous pouvez y aller. Quoique ça dépend des mentalités. Alors, il y en a qui à 10 ans ils me disent qu'ils regardaient tous les Stephen King, ils ont regardé Misery, ils ont rigolé. Il y en a qui me disent qu'à 25 ans ils pleurent devant Disney, donc je ne sais pas. Ouais, donc en fonction de votre sensibilité, jugez vous-même, mais faites gaffe quoi, parce qu'il est quand même un peu darkouné, hein, un petit peu. Deuxième film Netflix que j'ai vu grâce à une recommandation Twitter de June Wonderland, qui est une très bonne copine que j'embrasse d'ailleurs, ça passe par là. Dumplin'. J'ai failli bugger sur le nom. Dumplin' donc est un film réalisé par Anne Fletcher qui raconte l'histoire, donc moi ça me fait un petit peu penser à Hairspray pour ceux qui connaissent, d'une jeune fille, clairement en surpoids, hein, qui a une mère qui est Miss, enfin en tout cas qui fait beaucoup de concours de beauté, et qui du coup doit vivre un petit peu dans l'ombre de celle-ci, qui doit se taper un petit peu toutes ses lubies, qui doit voilà, supporter l'importance qu'a pour sa mère l'apparence, les belles robes, et elle surnomme sa fille Dumplin' qui signifie boulette, donc qui souligne clairement son embonpoint. Le film commence alors que Willow Dean, donc l'héroïne, a perdu sa tante. Donc c'était j'allais dire un ménage à trois, mais Willow Dean vivait avec sa mère, donc fan de concours de beauté, et sa tante, en surpoids également, très gentille, très bonne vivante, très simple, très chaleureuse. Elle est décrite vraiment comme la mère de substitution par excellence, et on sent tout l'amour que Willow Dean lui portait. Et Willow Dean n'arrive pas à faire son deuil, clairement, elle est pleine de haine, pleine de colère, pleine de rage, ça se sent dès le début. Et d'ailleurs c'était très intéressant parce que je l'ai regardé avec Kim, et Kim au début était très méprisant envers elle. Genre, parce qu'elle renvoie pas un visage agréable, vraiment. Et c'est pas facile de l'appréhender quand tu regardes le film, tu vois, parce que tu vois une gamine, ok, qui est mal dans sa peau, mais qui est odieuse, donc c'est compliqué d'avoir de l'empathie pour elle. Et moi j'étais très dans l'attente de voir son évolution et j'ai pas été déçue. Et en fait du coup Willow Dean, pour protester un peu contre l'attitude de sa mère qui est très dans l'apparence, et même protester contre le système en général, s'inscrit au concours de beauté que sa mère dirige avec sa meilleure pote, et voilà, elle s'inscrit, et du coup pour faire un petit peu changer les mentalités, essayer en tout cas. Et ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce film, c'est un traitement très réaliste, j'ai trouvé encore une fois, Netflix, de ce qui fait un être humain. C'est-à-dire que par rapport,
je l'ai mis en parallèle avec Hairspray parce que Hairspray c'est un film où on voit une héroïne en surpoids qui dépasse ce regard de société et qui brille complètement et qui s'épanouit totalement. Sauf que Hairspray, dès le début, l'héroïne est comme ça. L'héroïne est positive, elle a le sourire, elle est combative, elle est sûre d'elle. Dès le début, on a de la sympathie pour elle de ouf et on est avec elle, quoi. Alors que Dumplin, c'est pas pareil. Dumplin, on est plutôt extérieur et on voit une gamine mal dans sa peau qui souffre, qui essaie de comprendre comment réussir à vivre avec ça. Et c'est très intéressant. En plus, j'étais extrêmement contente puisque donc il y a Jennifer Aniston qui joue la maman de Willow. Je dis Willow, ça va plus vite que Willow did. Je donne des petits surnoms. Et il y a un acteur que j'adore, que je m'attendais pas à trouver, c'est Harold Penino, donc qui joue une drag queen. J'y reviendrai après, mais je l'ai trouvé trop bien. Et cet acteur, en fait, je l'ai connu dans Roméo plus Juliette de Baz Luhrmann. Il joue Mercutio. Et il avait d'ailleurs amené, enfin pas lui, mais sa façon de jouer. Il jouait Mercutio d'une manière très ambiguë. Il l'avait déguisé en femme pour le fameux bal. Il jouait clairement sur une relation homosexuelle entre lui et Roméo. En tout cas, que lui avait des attirances pour Roméo de ce genre-là. Et ça avait attiré énormément d'analyses. Moi, je me rappelle, j'avais fait Roméo et Juliette en terminale, je crois, et on avait parlé de cette adaptation, on l'avait même vu en cours, et la prof avait analysé le texte en fonction et avait dit qu'effectivement c'est un sens de lecture. Enfin, ce film, de toute façon, Roméo plus Juliette, regardez-le parce que déjà c'est le vrai texte, donc vous avez du Shakespeare gratos et il est magnifique. Enfin bref, donc j'étais très contente de retrouver l'acteur en question qui joue une drag queen, donc on est encore une fois dans le personnage homme déguisé en femme, mais qui n'est pas pour autant efféminé, hein, qui est juste qui est une drag queen quoi. Et j'étais trop contente de le revoir. La morale du film est bonne. Le personnage de Willow mûrit, grandit, c'est très sain comme ambiance et je pense que ça peut en aider beaucoup, pas forcément encore une fois des gamines ou des gamins qui sont en surpoids, simplement des personnes qui se sentent pas à leur place et qui ont tendance à se réfugier dans la haine ou le mépris pour cacher ça. Et je pense que ce film est un bon message pour ça, parce que on voit que c'est pas la solution et on nous épargne rien. C'est-à-dire que Willow, au début, elle est vraiment... Enfin, moi, je l'ai pas aimée, hein, mais c'est le but. C'est-à-dire qu'au début, tu vois vraiment une gamine casse-couille. Ok, elle a ses raisons, mais elle est quand même casse-couille, tu peux pas le nier, quoi. Et j'ai trouvé ça bien que le film, il mette un petit peu le nez dedans. Tu vois, genre, assume. Ok, donc t'as des problèmes, mais t'es relou, en fait. C'est pas en agissant comme ça que tu vas les résoudre. Et le film ne fait pas que le pointer du doigt, il montre également des solutions. Alors, on n'a pas tous des drag queens près de chez nous pour nous, quoique si sans doute, mais pour nous donner des cours particuliers de confiance en soi et d'aisance et de courage, des leçons de courage, ça tout le monde n'a pas forcément, mais par contre la démarche de réfléchir et de prendre du recul, ça on peut tous le faire et le film l'apporte avec beaucoup de pertinence et d'amour en même temps. Donc très bon moment. C'est pas un coup de cœur pour moi parce que je pense que je suis pas la cible, mais j'ai compris son message et je l'approuve de ouf. J'ai fini pour les films, j'ai bientôt terminé d'ailleurs tout court. Il y a juste encore deux petites choses dont j'aimerais vous parler, enfin de petites séries si on peut dire. La première c'est RuPaul's Drag Race. Oh mon dieu, ça c'est sur Netflix. C'est une télé-réalité sur les drag queens en fait. Donc il y a les saisons de 6 à 10 si je ne me trompe pas. Je me suis enchaîné les 4, voilà. Donc ça m'a pris 2 mois je crois, donc je faisais ça en plus hein, le soir avant, en mangeant avec le Cux etc. On regardait un épisode de temps en temps, enfin tous les soirs d'ailleurs. Et j'adore. Alors c'est une télé-réalité américaine, hein, complètement, mais ça te donne un regard extérieur qui est plus que bienvenu sur l'homosexualité déjà en premier lieu, et surtout sur le drag, tout simplement, sur l'art de se travestir, et je pense que de toute façon c'est reconnu, ça existe depuis très longtemps maintenant. Et depuis que cette émission existe, ça a complètement changé pour les drag queens, en tout cas aux États-Unis, l'attitude des gens envers eux. Avant, ils étaient un peu en mode mépris, un peu en mode oh, c'est quoi ce truc et tout. Là maintenant, ils sont famous de ouf. Enfin, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus normalisé là-bas. Pas partout, bien sûr, mais quand même. Et cette émission, je pense qu'elle fait du bien à tout le monde. Déjà parce que, de manière générale, c'est drôle, c'est léger, c'est fun. Il y a beaucoup de talent, que ce soit en couture, en make-up. Il y a des artistes, mais j'en suis sur Instagram un paquet maintenant, mais j'adore. Genre, t'en as vraiment... ça se voit que ça les habite, quoi. Elles sont incroyables. Et je dis elle ou il en fonction, tu vois, mais il y a un talent incroyable et en plus, humainement parlant, c'est très touchant parce que, évidemment, au fur et à mesure de l'émission, certains se livrent plus ou moins, certains racontent ce qu'ils ont traversé. Je me rappelle d'un mec que j'aimais beaucoup, j'avais beaucoup de tendresse pour lui, il avait l'air tout mignon et il y a un moment, il raconte que ses parents l'ont renié quand il a avoué qu'il était homosexuel, même pas de drague, hein, juste homosexuel, et ils l'ont emmené voir un prêtre pour qu'il l'exorcise. Il y a plein d'histoires de ce genre. Bon, lui, c'était vraiment particulier, mais il y en a plein qui ont été reniés par leurs parents, il y en a qui ont été victimisés à l'école, il y en a qui se sont fait tabasser. Il y a de tout en histoire et on voit qu'au final ils ont pris cette souffrance pour en faire quelque chose de beau, de grand, ils l'ont mis dans leur art, ils l'ont mis dans leur drague et il y en a souvent qui utilisent l'image que en fait leur drag queen, leur personnage qu'ils ont créé,
les ont aidés à grandir et à s'aider en fait, à mûrir. Et inversement, du coup, ils essaient d'apporter leur histoire à leur drag pour qu'ils soient plus humains. Enfin, alors j'ai pas précisé, effectivement, je me rends compte que les plus jeunes d'entre vous savent pas forcément ce que c'est que le drag, donc je regarde la définition sur mon téléphone, qui ressort sur le premier truc qui vient: travesti masculin très maquillé et vêtu de manière voyante ou extravagante. Alors, déjà, je suis pas d'accord, parce que justement, il y a des drag queens qui sont des femmes et qui veulent se travestir en drag queen, hein, pas en drag king, en drag queen. Il y a des hommes transgenres qui veulent faire du drag queen. Enfin, encore une fois, la question de sexualité et de genre pose problème, même dans le milieu du drag, parce qu'il y en a qui disent, il y a de l'intolérance même dans ce milieu-là. Il y en a qui disent, ouais, mais toi, tu t'es fait refaire la poitrine, tu t'es fait refaire, maintenant t'es une femme, donc t'as plus le droit d'être drag queen. Il y en a qui disent, non, mais toi, t'es une femme, t'as pas le droit de faire drag queen. Même là-dedans, il y a de l'intolérance, donc je pars du principe que moi, tous ceux qui veulent le faire, ils le font. Il y a des femmes qui le font, encore une fois. Moi, j'adorerais vraiment, pas tous les jours, mais genre une fois, voir à quoi je pourrais ressembler en drague, genre maquillée comme elle, avec une coiffure, une perruque et une tenue de ouf. J'ai l'impression, enfin vraiment, quand tu vois cette émission, t'as l'impression qu'ils sortent de tout ce qu'ils ressentent de négatif et qu'ils se lâchent et... J'adore vraiment, et pour moi c'est une émission qui m'a apporté vraiment, qui m'a apporté beaucoup de tendresse et beaucoup de plein de choses. Vraiment, si vous avez l'occasion, alors au début ça peut surprendre, surtout que je crois que ça commence par la saison 6 et les meufs elles envoient, hein. Ah pareil, il y a beaucoup de délire, faut comprendre, hein, mais ça vaut tellement le coup. Moi j'ai adoré. La saison 6, j'ai commencé, pour moi dans les saisons, donc il y a 6, 7, 8, 9, 10, il y a que la 7 où j'ai été un peu pas convaincue, parce qu'il y avait des petites embrouilles justement, genre nous on est drag queen de New York, vous êtes drag queen de là-bas, donc nous on est mieux, enfin des trucs de merde dans l'émission, mais sinon de manière générale, l'ambiance est géniale et les saisons, j'ai toujours eu des chouchous dans toutes les saisons, il y a beaucoup, tu sens qu'elles grandissent aussi les meufs, enfin les mecs, enfin peu importe, les êtres humains en tout cas qui participent, tu sens qu'il y a un vrai attachement qui se crée, même avec RuPaul, donc celui qui fait l'émission, et elles grandissent toutes, humainement parlant, et c'est fascinant. Donc voilà, j'avais dit que j'en parlais rapidement, mais si vous avez l'occasion, ou si vous avez déjà vu, dites-moi qui sont vos queens préférées. Moi j'en ai tellement, genre il y a Ben de la Crème que j'adore, la meilleure de tous les temps c'est Bianca Del Rio, il y a Violette qui est magnifique, enfin, il y a tellement de personnages, vraiment, c'est des personnages qu'ils ont créés, qui finissent par exister. J'adore, donc j'ai vraiment hâte d'avoir votre avis là-dessus, si vous avez regardé, si vous avez des queens favorites, lesquelles c'est et tout, mais moi je suis trop fan, et je suis trop contente parce que j'ai l'impression que Netflix il se met à jour petit à petit. Là on a eu par exemple l'émission de Noël qui dure 40 minutes, on l'a eu 24 heures après qu'elle soit sortie aux États-Unis, donc s'ils nous font ça pour tout, moi je suis ravie, franchement j'aimerais trop avoir quasiment en direct avec les États-Unis, ça serait trop bien quoi. Donc j'espère vraiment Netflix, si vous voyez cette vidéo, il y a peu de chance, mais continuez à nous mettre RuPaul, c'est trop bien. Et enfin, après c'est fini, j'ai regardé la dernière saison de Paul Dark. Pour le moment, il y aura une 5e, heureusement, la saison numéro 4 donc de Paul Dark, et c'était magnifique, encore une fois. C'était bluffant, c'était... En fait, cette série, elle est trop belle au niveau, encore une fois, des personnages. C'est humain et c'est juste bordel, mais quand tu vois des scènes de couple, des problèmes entre des relations, tu vois comment ça évolue, c'est tellement traité avec justesse. Alors la saison 4 elle est pas mal axée sur les différentes relations maritales, justement les différents couples qui peuvent exister, donc il y a Paul Dark, Ross avec Demelza, il y a Morwenna avec Drake, oh Drake je l'aime tellement, il y a Ennis, le docteur Ennis qui est mon personnage préféré, qui est incroyable, avec Caroline, enfin... Cette série elle nous épargne pas la souffrance, elle nous montre, il y a des personnages qui disparaissent, il y a des personnages qui souffrent énormément, il y a des enfants qui disparaissent, voilà, ça nous épargne pas, mais ça nous épargne pas non plus les bons moments, et je pense que c'est une des séries, avec Anne Wizoni, bizarrement, je pense que je l'ai mis un peu sur le même plan, alors que c'est pas du tout le même traitement, mais c'est les deux séries qui, quand je regarde un épisode, je peux pas être sur le téléphone en même temps. Genre je suis emportée, vraiment, genre je suis sur le bord du canapé, je suis en mode... Genre comme ça, genre je dois voir la suite, et je les aime. Alors je me rappelle que la première saison de Paul Dark m'avait pas convaincue plus que ça, le personnage de Ross m'avait vraiment saoulée, il est désagréable. Mais encore une fois, ça se voit sur le long terme, l'évolution qu'il a, il grandit, il mûrit, Bon, pas sur tous les plans, il reste chiant de temps en temps quand même, mais tous les personnages en fait mûrissent, grandissent et vivent des choses, et c'est trop bien. J'adore. Donc si vous avez l'occasion de regarder Paul Dark, honnêtement, foncez, parce que c'est vraiment une bonne série, et les paysages sont tellement beaux, mon dieu, les falaises avec l'océan qui se jette dessus, je pourrais vivre là-bas, moi j'adore ce genre de paysages. Donc grave on kiss par la saison 4, j'ai trop hâte de voir la 5. Et je crois que ça va être la dernière, j'espère pas, enfin je sais pas si je dois espérer ou pas, tant qu'ils nous font une belle fin bien soignée, et que je perds aucun de mes personnages chouchous, ça va. J'ai peur. J'ai tout dit,
j'ai encore parlé 10 000 siècles, mon dieu, cette vidéo va être beaucoup trop longue. C'est pas grave, c'est important de dire les choses, tu vois. Même pour moi, pour m'en rappeler, si je veux revenir voir cette vidéo plus tard et me dire, oh, qu'est-ce que j'avais pensé de ça déjà, c'était bien. C'est des fois t'oublies, hein, donc je suis contente. Alors j'ai trop hâte d'avoir vos avis en commentaire. Est-ce que parmi tout ce dont je vous ai parlé, il y a des films ou des séries que vous avez vus et que vous avez aimé ou non? Déjà j'ai très hâte d'avoir vos avis par rapport à ça. Est-ce que nos avis se rejoignent ou pas du tout? Et n'hésitez pas également à me partager ce que vous avez découvert, que ce soit au cinéma, sur Netflix ou même un film en dehors. J'ai commencé à regarder Wonder Woman, je l'ai pas mis ici parce que j'ai jamais regardé la fin. J'ai regardé que la première moitié, j'ai pas aimé. J'attends de voir la fin pour le juger complètement, mais voilà, du coup je l'ai pas mis. Mais c'est pas besoin que le film vienne de sortir. En gros, si vous avez un film ou une série que vous avez vu qui vous a marqué dans le bon sens ou dans le mauvais, n'hésitez pas à en parler. Et j'adore vraiment les échanges qu'il y a en commentaire, que ce soit entre vous et moi ou même entre vous tout court. Et du coup, j'ai trop hâte de vous lire. Voilà, du coup, bref, j'arrête de parler. Cette vidéo va déjà être très longue à monter. Je vous aime très fort, passez une excellente journée. Et bien sûr, on n'oublie pas, pouka pouka pouka.